idées d'introduction. Donc, la POO, bien la programmation orientée objet, qu'on appelle aussi programmation par objet, c'est un style qui repose sur deux concepts clés. Donc, vous connaissez déjà la programmation procédurale, la programmation fonctionnelle. C'est des styles de programmation qui reposent sur les notions de fonction, procédure, etc. Donc là, le style de programmation orientée objet, il repose sur le concept de classe et le concept d'objet. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle programmation orientée objet. En fait, dans les programmes orientés objets, on manipule des objets. Au lieu de manipuler des variables simples comme ça, on manipule des objets. Donc, et puis un objet, il faut savoir qu'un objet, il est créé à partir d'une classe qui le définit. Donc, classe, comme il faut la voir, c'est un type. C'est un type assez amélioré et qui permet de créer des objets. D'accord? Bon, on verra ça plus clair, hein, ça c'est juste une introduction. Donc, les objectifs de la programmation par objet, c'est faciliter le développement de programmes du moment que les applications vont être très modulaires. Modulaires dans le sens où vous allez créer des classes séparées. Les classes vraiment seront séparées. Et après, si vous avez besoin d'une classe, vous créez un objet de cette classe et en fait, après, vous manipulez l'objet à travers ce que vous avez défini comme traitement dans la classe. Donc, ces applications modulaires, plutôt, elles vont faciliter le développement de programmes. Donc, faciliter l'extension, c'est-à-dire l'extension, c'est ajouter des classes, modifier des classes, bon, peut-être supprimer des classes, mais après, il faut supprimer toutes les classes qui les utilisent. Il faut supprimer toutes en fait, les instructions qui font appel à ces classes. Favoriser la réutilisation de code dans le sens où une classe, elle peut être utilisée dans différents programmes. Donc, vous avez une classe, vous la créez, d'accord? Et là, si vous avez besoin de cette classe dans un programme 1, vous allez l'utiliser dans un programme 1. Si vous avez besoin de cette même classe dans un programme 2, vous allez l'utiliser aussi dans un programme 2. Donc, vous n'allez pas réécrire la classe. La classe elle sera déjà écrite et vous allez l'utiliser dans plusieurs programmes, dans différents programmes qui en ont besoin. D'accord? Les principes donc, sur lesquels repose la programmation orientée objet, vous avez le principe d'encapsulation, le principe d'abstraction, l'héritage et le polymorphisme. En fait, c'est les principaux principes sur lesquels repose la programmation orientée objet. Bien sûr, ces principes, maintenant, vous n'allez pas comprendre trop ce que c'est. Hein. Vous ne saurez pas ce que c'est que l'encapsulation, l'abstraction, l'héritage, le polymorphisme, à moins que certains d'entre vous aient déjà fait de la programmation orientée objet. Peut-être que ça leur dit quelque chose. Mais sinon, en fait, c'est les principes de base de la programmation orientée objet et on va les comprendre, donc vous allez les comprendre au fur et à mesure de l'avancement du cours. Hein. Donc, à chaque fois qu'on avance dans le cours, voilà, je vous dirais, ça, c'est le principe d'encapsulation. On avance, je dirais, c'est l'abstraction. Après, donc, ça va être le polymorphisme et ainsi de suite. Alors, en fait, ces principes de la programmation orientée objet, font que ce soit des avantages de ce style de programmation qui est la programmation par objet. Donc, les avantages de la programmation objet, d'abord, le principe d'encapsulation, c'est un principal avantage dans le sens où les détails d'un objet sont encapsulés dans une structure de classe. Donc, ils sont cachés à l'intérieur d'une classe. Et ça, donc, ça minimise le risque d'erreur du moment que lorsque, en fait, les détails de l'objet sont dans une classe, sont cachés dans une classe, on n'a pas le droit de les modifier n'importe comment. D'accord? Donc là, ça diminue le risque d'erreur et ça aussi, vous allez le voir avec, donc, lorsqu'on verra les classes et objets et surtout lorsqu'on verra les niveaux de visibilité, les modificateurs de visibilité, vous allez voir comment est-ce qu'on pourrait cacher les détails d'un objet à l'intérieur d'une classe et là, ça va minimiser donc considérablement le risque d'erreur parce que en fait, ces objets vont être manipulés uniquement à travers ce qu'on a défini dans la classe et rien d'autre. Et du moment que la classe sera protégée, eh bien, l'objet sera manipulé de manière
en fait, très attentionnée et de manière assez cohérente. D'accord. Bon, la clarté du code, un autre avantage de la POO, la clarté du code, en fait, parce que là, comme je vous ai dit, les applications orientées objets vont être très modulaires. Ça veut dire que là, vous avez une application dans laquelle vous devez créer, en fait, vous manipulez différentes entités. Je prends par exemple une application de la scolarité, quelque chose que vous connaissez. Vous allez manipuler des enseignants, des étudiants, des modules, des locaux, des filières et ainsi de suite, hein. D'accord? Même si je prends différentes filières. Et bien ici, lorsque allez manipuler une application qui fait appel à différentes entités, chaque entité, vous allez lui définir sa propre classe. D'accord? Donc, vous prenez l'entité étudiant, vous allez définir la classe étudiant. Après, vous allez voir qu'est-ce qu'on met dans une classe. Donc, vous allez définir une classe étudiant et ça va être vraiment un module, d'accord? Une classe, c'est un petit module, d'accord? Avec des traitements à l'intérieur. Vous allez prendre la classe enseignant aussi. Donc, vous allez prendre l'entité enseignant, vous allez créer une classe enseignant. Donc, vous voyez déjà que la classe étudiant, elle est séparée de la classe enseignant. Vous allez prendre aussi donc l'entité module et vous allez créer une classe module et ainsi de suite. Donc là, vraiment, ces structures de classe permettent d'avoir une clarté dans le code parce que vraiment, elles seront séparées. Et après, en fait, il y aura un traitement, où je vais avoir des requêtes, un traitement qui va faire appel à ces classes, d'accord, qui va créer des objets de ces classes et qui va appeler les traitements qui sont définis dans ces classes. D'accord. Donc, la clarté du code en programmation orientée objet émane essentiellement du fait que toutes les entités manipulées dans une application seront chacune créées dans une structure à part. C'est la structure de classe. Et là, dans ce cours, on va voir comment on va définir la classe. Donc, la maintenance de code, un autre avantage, la maintenance et l'évolutivité, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, modifier une classe, ajouter, supprimer, etc., modifier quelque chose. Donc là, elle n'affectera pas les autres. D'accord? N'affecte pas. Donc, vous prenez la classe enseignant, par exemple, vous allez modifier quelque chose dans la classe enseignant, vous allez ajouter, par exemple, vous avez oublié un attribut grade, vous allez l'ajouter. Et bien, quand vous ajoutez dans cette classe, vous n'allez pas affecter les autres classes, hein. D'accord? Donc, la classe étudiant, elle est à part, la classe module, elle est à part, etc. Aussi, donc, vous voulez, par exemple, ajouter un traitement, par exemple, calculer expérience, quelque chose comme ça ne va pas affecter les autres classes. On vous dit, entre parenthèses, du moins que, en fait, du moins celles qui ne font pas appel. Parce que, bon, celles qui font appel à la classe, bien sûr, il y aura peut-être de petites modifications. Mais c'est un avantage du moment que si je veux modifier dans une classe, je ne vais pas affecter les autres classes. Et ça émane aussi du principe de modularité. D'accord? La réutilisation, ce que j'avais dit aussi tout à l'heure, donc là, une classe, lorsque vous la définissez, vous pouvez l'utiliser dans différentes applications. D'accord? Par exemple, si je prends une application de gestion commerciale, je vais avoir produit, par exemple, une classe produit, une classe client, et ainsi de suite, une classe région. D'accord? Donc, chaque entité, c'est une classe à part. Ok. Alors là, si je veux, par exemple, faire le suivi de mes clients, je vais utiliser cette classe client, je vais utiliser cette classe produit. Si je veux faire un inventaire, je vais utiliser cette classe produit, je vais utiliser aussi cette classe client. Ça dépend sur quoi je fais. Voilà. En général, je fais les inventaires sur des produits. OK? Donc, une classe peut être utilisée dans diverses applications. Donc, vous la définissez une fois et vous pouvez l'utiliser donc, dans toutes les applications qui en ont besoin. Ça, c'est le principe, c'est un principe, d'accord? Mais c'est un des avantages de la POO, la réutilisation de code. Voilà, donc ça, c'était juste une introduction. Là, pour le plan du cours, en fait, voilà ce qu'il y aura dans le cours.
Voilà, donc un premier chapitre sur des éléments de base du langage Java. Là, j'ai préféré, parce que d'habitude, je consacre une séance pour les éléments de base du langage, mais j'ai préféré laisser en TP. Donc, c'est plus du TP. Vous allez voir des instructions, des déclarations, ainsi de suite. Bon, il y a quelques particularités par rapport au tableau, aux matrices, en fait, les vecteurs des matrices, l'instruction d'affichage, l'instruction de saisie de données, etc. C'est assez spécifique en Java. Mais sinon, globalement, la syntaxe de Java, elle repose sur le C. Elle est vraiment semblable au langage C, hein. Donc, si vous maîtrisez bien le langage C, les instructions de base de Java, les déclarations de type, etc., les types simples, en fait, c'est du C. Quoi. Vous allez le voir en PP. Même, en fait, le programme principal, ça va être le main. C'est la méthode main. En fait, vous avez l'habitude d'utiliser la fonction main en C. Là, on va l'appeler méthode, la méthode main en Java. Donc, vous allez voir plutôt que Java ressemble beaucoup au C, mais c'est un langage orienté objet. Donc, il va manipuler des classes et des objets. Le chapitre 2, donc c'est le vif du chapitre du cours, classe, objet et package. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, on verra les concepts de classe, d'objet et de package. Vous aurez un chapitre 3 sur les modificateurs et les niveaux de visibilité. Et là, on verra le principe de l'encapsulation. Le chapitre 4, donc, il va traiter de types spécifiques, les chaînes de caractères et les énumérations, les types énumérés et les chaînes de caractères. En fait, les chaînes de caractères, parce que ça ne va pas être un tableau de caractères comme pour le C. D'accord, le C, une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères qui se termine avec un anti-slash 0. Mais là, ce n'est pas un tableau de caractères, c'est vraiment une classe. C'est la classe string, d'accord, qui permet de définir les chaînes de caractères et de les manipuler à travers des méthodes. Donc, c'est une classe prédéfinie dans Java. D'accord. Donc, là aussi, j'ai préféré laisser ce chapitre, bien que je vais peut-être l'aborder brièvement, mais j'ai préféré le laisser aussi en TP. Alors, le chapitre 5, ça va être l'héritage et le polymorphisme, un des principes de la programmation orientée objet. Et là, donc, on va voir beaucoup de choses, d'accord, sur les avantages de l'orienté objet. Le chapitre 6, c'est les classes abstraites et les interfaces qui ont un lien direct avec l'héritage. Ensuite, le chapitre 7, ça va être les collections. Les collections, c'est tout ce qu'on a vu en algorithmique comme listes chaînées, les listes chaînées, les piles, les fils, etc. C'est ça les collections, les listes bidirectionnelles et ainsi de suite. Donc, vous allez voir que Java, il fournit des classes spécifiques pour traiter les collections. Et ensuite, le chapitre 7, c'est la gestion des erreurs, c'est les exceptions en Java. Voilà, le mécanisme des exceptions en Java. Voilà, donc c'est ça le contenu du cours. Ben, donc, comme je disais tout à l'heure, je vais commencer directement vers le chapitre 2, classe, objet et package. Bien, donc est-ce que la diapo, elle apparaît clairement? Oui, Oui, madame, madame. elle paraît bien. D'accord, ok.
Voilà, donc ce qu'on vous dit ici, on vous dit qu'un programme Java ou bien bon, n'importe quel autre programme, même n'importe quel autre langage orienté objet, donc le C++, ou là, un autre langage, Python ou quelque chose d'autre, se présente sous forme d'un ensemble d'objets créés à partir de classes. Donc, dans un programme Java ou un programme orienté objet, vous allez trouver un ensemble d'objets qui sont créés, bien sûr, à partir de classes. Les classes sont définies de manière séparée du programme et peuvent être utilisées dans différents programmes. Voilà, donc le principe de réutilisation. Les objets possèdent des caractéristiques propres. Donc, un objet, c'est quelque chose qui possède des caractéristiques propres qu'on appelle attributs. Ils sont manipulés par des méthodes, des traitements. En fait, les méthodes, c'est comment il faut voir une méthode, c'est des traitements, c'est une fonctionnalité, hein, d'accord? C'est du code, d'accord? Traitements qui sont analogues de fonctions procédures dans la programmation fonctionnelle. Donc, là, la programmation procédurale fonctionnelle, on parlait de fonctions ou de procédures. Là, en programmation orientée objet, on va parler de méthode. Voilà. Donc, même la syntaxe d'une méthode, vous allez voir que lorsqu'on va écrire une méthode en Java, à l'intérieur d'une classe, vous allez voir que la méthode, elle ressemble beaucoup à une fonction. D'accord? Il y a quelques petites différences, mais elle ressemble beaucoup à une fonction ou à un procédé. En fait, une fonction dans le sens du C, hein. D'accord? Voilà. Alors, comment on peut définir une classe? Donc, une classe, c'est une structure qui factorise la description d'une infinité d'entités appelées objets de la classe. Donc, elle factorise la description d'une infinité d'objets. Ça veut dire qu'en fait, elle va décrire de manière analogue donc un ensemble d'objets qui peut être infini, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une centaine d'objets, ce n'est pas 200 objets. Je peux créer autant d'objets que je veux de cette classe. Les objets, donc comment vous pouvez voir les objets de manière intuitive? Un objet, c'est un élément du monde réel de l'étude. Quand vous prenez un domaine d'application, donc l'objet, il dépend du domaine d'application. Donc, vous prenez une application commerciale, je vous donne quelques exemples ici. Euh, Qu'est-ce que je vais trouver comme objet? Je vais trouver client, produit, facture. Ça, vous connaissez, c'est des choses que vous avez déjà vues peut-être en système d'information. D'accord? Vous allez trouver bon de commande, par exemple, l'entité commande, et ainsi de suite. Si je prends un autre domaine, une application de la scolarité, je vais trouver étudiant, enseignant, module, local, filière. D'accord? Je prends une application donc, de géométrie, par exemple, je vais trouver un objet point, carré, cercle, forme. D'accord? Donc là, l'application, elle dépend de, en fait, l'objet dépend de l'application. Et dans une application, vous manipulez en général plusieurs objets. Vous ne manipulez pas un seul objet, vous manipulez plusieurs objets. Si je prends une application de messagerie, je vais trouver l'objet message. Je vais trouver l'objet boîte de messagerie. D'accord? Voilà. Donc, l'objet, c'est quelque chose que je connais. Réellement, je peux c'est-à-dire, je peux le déterminer en fonction du domaine d'application. C'est pas difficile de trouver c'est quoi l'objet, de définir les objets dans une application. Bon, maintenant, comment définir une classe? Donc, de manière informelle, la structure d'une classe, elle est composée de trois parties. Donc, quand vous devez définir une classe, alors la classe, elle doit avoir le nom, un nom. Donc, vous donnez un nom à la classe. Comme je disais moi tout à l'heure, classe produit, par exemple, classe facture, classe point. D'accord? Là, vous devez, à l'intérieur de cette classe, donner la liste des attributs aussi. Alors, c'est quoi un attribut? C'est une propriété de l'objet de la classe. Par exemple, si je prends la classe produit, qu'est-ce que je vais trouver comme propriété ou comme caractéristique d'un produit? C'est, en fait, je vais trouver une référence, la référence du produit. Je vais trouver la désignation du produit. Donc la référence, c'est un attribut. La désignation, c'est un autre attribut, bien le libellé. D'accord? Le prix unitaire.
d'accord? C'est un autre attribut. La quantité en stock, c'est un autre attribut. Ok. Si je prends une classe étudiant, qu'est-ce que je vais trouver comme attribut? Je vais trouver matricule, nom, prénom. C'est-à-dire, en fait, ce qui définit les propriétés qui définissent l'entité que je décris par la classe. D'accord. Dans une classe étudiant, je vais trouver matricule, nom, prénom, etc., filière, année d'études et ainsi de suite, date de naissance. Et dans une structure donc de classe produit, je vais trouver la référence du produit, le libellé, le prix unitaire, etc. D'accord? Donc, en plus du nom de la classe et de la liste des attributs, je devrais trouver une liste de méthodes. Les méthodes, c'est quoi? C'est les traitements que je peux effectuer sur l'objet. D'accord? Les traitements, donc j'ai mis méthode 1, méthode 2, et ainsi de suite. Bien sûr, à les méthodes, il faut définir le corps de ces méthodes, c'est-à-dire l'ensemble des instructions de ces méthodes. Par exemple, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire sur une entité produit? Je suis dans une classe produit, qu'est-ce que je peux faire sur une entité, une classe produit? Je pourrais afficher la description du produit, donc une méthode qui affiche, donc tout simplement, je vais afficher la référence, la désignation, le prix unitaire, etc. Je pourrais, par exemple, retourner la quantité en stock juste pour savoir combien il me reste de produits. D'accord? Donc, c'est une autre méthode. En général, les méthodes sont vraiment séparées aussi. Donc, chaque méthode, elle a une fonctionnalité spécifique. C'est-à-dire, je ne mets pas tout dans la même méthode. Donc, une méthode d'affichage, elle va juste afficher. Une méthode qui va retourner la quantité en stock, elle va juste retourner la quantité en stock. Une méthode qui va modifier le prix unitaire aussi. Donc, c'est une autre méthode et ainsi de suite. Donc là, je répète, hein, un attribut, c'est une propriété de l'objet, il a un type. Donc, quand je prends le matricule, il a un type, le nom, il a un type, etc. Voilà, donc vous avez des exemples, matricule, nom, etc. Code produit, prix unitaire pour une classe produit. Donc, comment déterminer la liste des attributs? Donc, je prends une entité et je me dis quels sont les attributs de cette classe. D'accord? Eh bien, la question que je me pose, par quoi peut-on caractériser les objets de cette classe? Donc, lorsque je prends ma classe produit, par quoi je pourrais caractériser le produit? Je pourrais le caractériser par un code ou là une référence, un prix unitaire, une désignation, une quantité en stock et ainsi de suite. Je prends une autre classe, elle va avoir d'autres caractéristiques. Après, je vous dis, une méthode est un traitement ayant une fonctionnalité précise sur les objets de la classe. Donc là, je ne fais que répéter ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, comment déterminer la liste des méthodes? Il faut répondre à la question suivante. Quel traitement peut-on effectuer sur les objets de la classe? Euh, non. Donc, elle s'arrête là, la question, hein. Quel traitement peut-on effectuer sur les objets de la classe? Et on arrête la question. D'accord? Donc, c'est comme ça que je pourrais trouver les méthodes. Je dirais, sur les objets de cette classe, je pourrais les afficher, je pourrais modifier le prix unitaire, je pourrais chercher donc, la quantité en stock, je pourrais avoir ceci, cela. Donc là, je vais définir mes méthodes. Exemple de méthode, afficher, modifier, calculer, etc. D'accord? Voilà. Tout ça, donc, ça reste pour l'instant intuitif. Alors, première remarque, lorsque vous donnez un nom en programmation orientée objet, vous donnez un nom à une classe, le nom doit être significatif. D'accord? Donc, vous avez vu depuis tout à l'heure, lorsque je vous donne des exemples, à chaque fois, je donne des exemples, des noms significatifs de méthodes. C'est-à-dire, quand je lis le nom de la méthode, je sais qu'est-ce qu'elle décrit. Hein? D'accord? En désignant clairement l'objet du monde réel, par exemple, étudiant, produit, cercle, etc. Alors, aussi, les noms des attributs et des méthodes doivent être aussi significatifs. Donc, une méthode qui fait un affichage, vous l'appelez affiche. Vous l'appelez affiche ou alors display, par exemple. D'accord? Vous n'allez pas chercher à appeler autrement. Hein.
Donc là, c'est important. En programmation orientée objet, les noms des classes, les noms des attributs, les noms des méthodes doivent être vraiment significatifs. Ils doivent refléter exactement, en fait, la sémantique que l'on retrouve dans le monde réel, dans le monde d'application. Un attribut doit désigner clairement la propriété de l'objet. Par exemple, un matricule, je vais l'appeler matricule. D'accord? Un nom, je vais l'appeler nom. Une méthode doit désigner clairement le traitement à effectuer. Quand je lis le nom de la méthode, je dois savoir qu'est-ce qu'elle fait cette méthode. Par exemple, je prends une classe cercle. Dans la classe cercle, je pourrais envisager une méthode qui calcule la surface. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je veux écrire la méthode qui calcule la surface, je vais l'appeler surface, ou là, je vais l'appeler calculer surface, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que quand je donne des noms aux méthodes, je dois savoir, les noms doivent être significatifs, ils doivent me dire directement ce que fait la méthode. Voilà. Après, il y a le traitement à l'intérieur. C'est des instructions. Donc là, une autre remarque, la classe est une structure donc, qui encapsule, c'est-à-dire elle encapsule, elle garde à l'intérieur, hein. Donc la partie attribut, donc les caractéristiques de l'objet, et la partie méthode, les traitements effectués sur l'objet. Ça, c'est le principe d'encapsulation, parce que dans la structure de classe, tout ce qui concerne l'objet, il est dans la classe. Il n'est pas en dehors. D'accord. Et puis, en fait, ce principe, vous allez mieux le voir lorsqu'on verra les niveaux de visibilité. Et vous allez voir que ce principe d'encapsulation, il permet de protéger les objets des traitements qui ne sont pas permis. C'est-à-dire que lorsque j'écris une classe, je mets des attributs, je mets des traitements qui sont des méthodes à l'intérieur, et bien cet objet, je ne pourrai un objet de cette classe, pardon, je ne pourrai le manipuler qu'à travers les méthodes que j'ai définies dans la classe. Je ne pourrai pas le manipuler à travers d'autres méthodes ou faire d'autres traitements dessus. C'est-à-dire, les traitements que j'ai le droit d'effectuer sur l'objet sont les méthodes qui sont définies dans la classe qui définit l'objet. Voilà. Donc, on dit que la classe est un type structuré amélioré. Donc, une classe, c'est quoi? C'est un type, d'abord. C'est un type structuré. Pourquoi c'est un type structuré? Parce que vous avez déjà plusieurs champs à l'intérieur. Vous avez plusieurs attributs. Et amélioré parce que vous avez plusieurs attributs et plusieurs méthodes. Donc, amélioré parce que vous avez les traitements à l'intérieur. Maintenant, on connaît le type structuré. Le type structuré, c'est quoi? Un type structuré, c'est un enregistrement. Dans un enregistrement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble de champs, d'accord, qui ont des types. D'accord. Par exemple, une classe date, un type date, un enregistrement date, puis jour, mois, année. D'accord. C'est un type structuré, mais il sera amélioré dans le sens où on va définir des méthodes à l'intérieur de la structure. C'est-à-dire, je dirais, donc, afficher la date, par exemple, lendemain pour calculer la date du lendemain, hier pour calculer la date d'hier, et je fais des traitements à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair là. J'ai fait une capture. Voilà. Donc, exemple d'une classe étudiant. Voilà la première partie donc, de la structure, vous l'appelez étudiant. Après, vous avez des attributs. Le deuxième cadran, c'est les attributs. Le matricule de type entier long, le nom de type chaîne de caractères, le prénom de type chaîne de caractères, la filière chaîne de caractères, l'année d'études ou le semestre d'études de type entier, le statut de l'étudiant, doublant ou la normale ou là. Est-ce que je peux faire afficher, créer, modifier, et ainsi de suite. D'accord. Donc, ça, c'est une structure très simple. Voilà, donc un autre exemple d'une classe. Donc, je vous laisse regarder l'autre exemple, la classe cercle.
Donc là, sur l'exemple, une classe cercle, elle est définie par, en fait, là j'ai mis trois attributs, mais après vous allez voir que je pourrais la définir avec deux attributs, hein. Donc les trois attributs représentent quoi? Alors les deux premiers attributs, abscisse C et ordonnée C, c'est le centre du cercle. Le centre, c'est un point qui a donc l'abscisse et l'ordonnée, d'accord? Donc un point, c'est XY, d'accord? Et le rayon, qui est un réel double, d'accord? Donc là, le cercle, je le définis par le point central, le point qui est au centre. Et le point qui est au centre, c'est quoi? C'est l'abscisse et l'ordonnée. Par exemple, le point 4,2. D'accord? 4,2, c'est un point sur le plan. Et le rayon, par exemple, un rayon de 4 cm, ou la 4,2, ou là. D'accord? Voilà. Et après, qu'est-ce que je pourrais faire sur cet objet cercle? Je pourrais dessiner, regarder les méthodes en bas, dessiner, calculer la surface. Je peux calculer le périmètre aussi. Déplacer le cercle, ça veut dire que je vais changer quoi? Si je veux déplacer le cercle, je change quoi? Y. Oui, voilà, je change le centre du cercle. Donc, c'est Y, bien sûr. Si je veux redimensionner, donc réduire ou agrandir, bon, je peux l'écrire avec deux méthodes, réduire et agrandir. Redimensionner, c'est changer la dimension du cercle. Là, je vais changer le rayon, d'accord? Donc, redimensionner, soit que je vais ajouter quelque chose au rayon, soit que je vais enlever quelque chose au rayon, soit que je vais changer carrément la valeur du rayon, d'accord? Donc, voilà ce que je peux faire sur un objet cercle. Je peux afficher aussi les propriétés du cercle. Une méthode très simple que je peux faire dans n'importe quelle classe, c'est afficher les propriétés de l'objet. D'accord? Voilà. Donc, les propriétés d'un cercle, on a dit que c'est les trois ici. Les traitements, c'est dessiner, déplacer, réduire, agrandir, ou là, on l'appelle redimensionner. C'est une seule méthode. En finalité, donc, une classe peut être définie par l'équation attribut plus opération plus instantiation. Donc, une classe égale attribut plus opération plus instantiation. Alors, attribut, vous savez, c'est les propriétés. Opération, c'est les méthodes. D'accord? Donc, je parle d'opération, là, je parle de méthode, afficher, modifier, etc. L'instanciation, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet la création d'objets de la classe parce que quand vous définissez une classe, vous avez le nom de la classe, vous avez donc la liste des propriétés ou la liste des attributs et vous avez la liste des méthodes. Elle est là, elle est définie. Mais si vous ne créez pas des objets de cette classe, ça veut dire que c'est une classe qui n'est pas utilisée, hein. D'accord? Une classe pour laquelle je ne crée pas d'objet, c'est une classe qui n'est pas utilisée. Donc, pour pouvoir utiliser la classe, il faut pouvoir créer des objets de la classe. Lorsque, donc, l'instanciation, c'est quoi? C'est le mécanisme qui va me permettre de créer les objets de la classe. D'accord? Donc, on vous dit une classe est un type, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut créer des variables de ce type. Les variables de ce type, c'est les objets de la classe. C'est comme pour n'importe quel type structuré, quand vous définissez un type date. Si vous ne déclarez pas une variable D de type date, ça veut dire que avec le type, vous ne l'utilisez pas. C'est tout. Il n'est pas utilisé. D'accord? Maintenant, le concept d'objet. Donc, on a vu la classe. On a dit que c'est une structure qui va me définir globalement un moule, d'accord, pour tous les objets de la classe. Elle va me dire comment ces objets, par quoi ils sont caractérisés et qu'est-ce qu'ils peuvent subir comme traitement. Maintenant, c'est quoi l'objet? L'objet, c'est une entité d'un domaine d'étude comme personne, employé, livre, forme géométrique, équation, etc., qui possède des caractéristiques propres. Et on vous dit que certaines de ces caractéristiques peuvent changer de valeur dans le temps, bien sûr. OK, donc là, par exemple, si vous prenez, comme tout à l'heure, la classe cercle, j'ai dit déplacer, je vais changer les valeurs, je vais changer les valeurs du point. Redimensionner, je vais changer la valeur du centre, du rayon. Donc, certaines des caractéristiques peuvent changer de valeur dans le temps et provoquent un changement d'état de l'objet. Donc, lorsque l'objet change d'état,
d'accord? Lorsqu'on change une valeur des caractéristiques de l'objet, on dit que l'objet passe à un autre état, à un nouvel état. Donc, il change d'état. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet est créé à partir d'une classe qui le définit. Et la classe, c'est le type de l'objet. Donc, je dirais, j'ai un objet de type étudiant, j'ai un objet de type cercle, j'ai un objet de type équation, j'ai un objet de type libre. D'accord? La classe, c'est le type. Et un objet, c'est quoi? Donc, la classe, c'est une structure améliorée, c'est un type structuré amélioré. L'objet, c'est une variable améliorée, pouvant subir des traitements ou des opérations. Bien sûr, les traitements ou les opérations, c'est les méthodes qui sont définies dans la classe. Voilà, donc je vous laisse lire un peu cette diapo. Ce que j'ai mis sur cette diapo, c'est que, en fait, à la création d'un objet, après vous allez voir comment on va créer les objets de la classe, etc. L'objet, il a son propre espace mémoire. Donc, lorsqu'on crée un objet, on va lui réserver de l'espace. D'accord? Le système va lui réserver un espace mémoire. Et bien, dans cet espace, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tous les attributs, donc un espace pour chaque attribut de l'objet, qui va contenir la valeur, d'accord, de l'attribut pour chaque objet, et un lien vers toutes les méthodes pouvant s'effectuer sur l'objet. D'accord? Donc, dans l'espace objet, il y aura, par exemple, pour la classe cercle de tout à l'heure, il y aura un espace pour le point, d'accord? Il y aura un espace pour le rayon, et il y aura un lien vers les méthodes redimensionnées, déplacées, dessinées, etc. C'est juste un lien pour dire que ces méthodes peuvent être appliquées sur cet objet. Il faut savoir aussi qu'à la création de l'objet, le système lui attribue une référence. D'accord? C'est comme une adresse, donc une référence. Et ça va être l'identité de l'objet. Donc, l'objet, il est donc identifié par une référence, d'accord, qui le différencie des autres objets. Un objet, bien sûr, il a un type précis, c'est la classe qui le définit. Donc, il est de type classe, type cercle, type étudiant, type point, etc. Et en programmation orientée objet, on dit qu'un objet est une instance de la classe. C'est pour ça que je vous dis après, tout à l'heure, le mécanisme d'instanciation, c'est pour la création des objets. Donc, un objet est une instance. C'est une réalisation de la classe. D'accord? Tous les objets d'un type particulier, donc d'une certaine classe, peuvent subir les mêmes traitements. C'est les méthodes qui sont définies dans la classe. Est-ce que c'est clair jusque-là? Du moins de manière intuitive. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui. Les attributs, c'est les propriétés. Oui. Un attribut, il faut le voir comme une propriété de l'objet, sauf que dans le jargon de la POO, on parle d'attribut. D'accord? On dit attribut. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
OK. Maintenant, comme la classe, on l'a définie par une équation, on peut définir l'objet par une autre équation. Objet égale identité plus état plus comportement. Quoi? L'identité. OK. Alors, l'identité, c'est la référence qui est attribuée à l'objet. Il faut l'avoir comme une adresse, comme un numéro. C'est une identité, d'accord, de l'objet. L'état de l'objet, c'est quoi? C'est les valeurs des attributs à un moment donné. Donc, là, vous avez un cercle, par exemple. Le point central, c'est 4, 2 et le rayon, c'est 5. Ça, c'est un état de l'objet, d'accord? De l'objet de cercle. C'est un cercle précis. Après, vous changez par exemple le rayon, d'accord? Avec la méthode agrandir ou la réduire ou là, le cercle, le même cercle, il va passer à un autre état. Donc, il change d'état. Eh bien, le comportement, c'est les appels de méthode sur l'objet qui peuvent provoquer un changement d'état. Parce que si je fais un appel d'une méthode affichée, il n'y a pas de changement d'état. Je fais juste un affichage des valeurs d'attributs de l'objet. D'accord? Maintenant, si je fais une méthode, si j'appelle une méthode qui modifie, d'accord, une valeur parmi les attributs de l'objet, là, l'objet, il va changer d'état. D'accord? Voilà. Maintenant, j'avais une question. C'est quoi la différence entre classe et objet? J'ai dit la classe, c'est un type. Quand vous écrivez une classe, vous êtes en train de définir un type. Vous définissez le type étudiant, vous définissez le type équation, vous définissez le type produit. Là, quand vous définissez le type, vous vous posez la question, les objets de cette classe, par quoi ils sont caractérisés? Et vous allez commencer à mettre des attributs. En fait, pour mettre les méthodes, vous allez vous poser la question suivante, qu'est-ce que je peux faire concrètement sur les objets de cette classe? Je peux afficher, je peux modifier, je peux calculer, je peux... D'accord. Et vous commencez à écrire les méthodes. Bon, la classe, elle est là. Vous avez rempli donc les attributs, les méthodes, etc. Maintenant, cette classe, elle sert à quoi? Elle sert à créer des objets. Et tous les objets, ils auront la même structure que la classe. Donc, la classe, c'est un modèle. C'est un modèle pour les objets de cette classe. Qui veut dire que lorsque je crée un objet de la classe telle, d'accord, l'objet, il aura toutes les propriétés ou tous les attributs que j'ai définis dans la classe. En même temps, je peux lui appliquer toutes les méthodes que j'ai définies dans la classe. Bien sûr, je peux créer un objet O1, je peux créer un objet O2, je peux créer un objet O3. À partir du moment où je commence à créer des objets, il y a des espaces mémoire qui sont réservés. D'accord? Il y a un espace à l'objet O1, il y a un autre espace pour l'objet O2 parce que l'objet O1, il a des caractéristiques, des valeurs, des caractéristiques, et ces caractéristiques, elles ont des valeurs, mais spécifiques à l'objet O1. L'objet O2, il aura un autre espace mémoire et il aura d'autres valeurs d'attributs. L'objet O3 aussi, il aura un autre espace mémoire, il aura d'autres valeurs d'attributs, etc. OK? Est-ce que vous voyez? C'est comme si j'avais défini un type structuré date et je définis deux variables, D1 et D2, du type date. La variable D1, elle aura un espace propre à elle avec jour, mois, année. La variable D2, elle aura un autre espace avec jour, mois, année. Le jour, mois, année dans la variable D1, ce n'est pas les mêmes valeurs que le jour, mois, année dans la variable D2, tout simplement. Là, vous créez une classe étudiant. Vous allez l'écrire une seule fois, mais après, vous pouvez créer 100 étudiants. À partir de cette classe, vous allez créer 100 étudiants. À partir de là, vous allez avoir 100 espaces mémoire différents pour l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3, l'étudiant 100, etc. OK? Est-ce que c'est clair? Qui a Oui, posé madame. la question? Bon, il y avait une autre étudiante qui a posé. D'accord. OK. Voilà, le changement d'état. Donc là, je vous mets juste un exemple de changement d'état. J'ai pris un étudiant E, vous voyez, avec un matricule, un nom, un prénom, une filière, un statut.
Et là, j'ai mis en fait le semestre d'études ou l'année d'études. Là. D'accord. L'année d'études. D'accord. Donc, regardez, l'étudiant, il était en L2. D'accord. Bon, mais après, le même étudiant, hein, donc après délibération, il va passer en L3. Donc, c'est le même objet, mais avec un changement d'état, parce qu'il y a une valeur de propriété qui a changé, une valeur d'attribut qui a changé. Dès qu'il y a une valeur d'attribut qui change, j'ai un changement d'état de l'objet. D'accord? Voilà. Maintenant, comment implémenter une classe en Java, c'est-à-dire comment définir la classe en Java. Bon, parce que là, conceptuellement, maintenant, je sais comment il faut faire pour décrire une classe. D'accord? Maintenant, moi, je veux l'implémenter avec un langage. Bon. Donc, l'implémentation d'une classe en Java, elle doit suivre cette syntaxe. Vous la voyez? Donc, il y a un mot réservé classe. Classe en minuscule. Hein. D'accord. Le mot réservé classe. Après, vous donnez le nom de la classe, par exemple, classe point, classe étudiant, classe équation, classe produit, etc. Vous ouvrez une accolade et vous commencez à définir vos attributs. D'abord les attributs, d'accord? Et avec la manière du C. Hein. Le type, par exemple, langue, matricule, d'accord? Pour le produit, par exemple, float, prix unitaire. OK, voilà. Donc, vous définissez à la manière du C le type et le nom de l'attribut. D'accord? Vous séparez par des points-virgules. Quand vous terminez donc avec les attributs, vous allez commencer à décrire les méthodes. Bien sûr, les méthodes, ça va être des fonctions que vous allez écrire à l'intérieur. Hein. Il y aura il y aura des instructions, il y aura des variables locales, il y aura des paramètres, il y aura un type de retour, etc. Hein. Les méthodes, il faut les voir comme les fonctions en C. Et quand vous terminez la classe, vous la fermez avec une accolade. Bien sûr, lorsque vous définissez une méthode, chaque méthode, vous l'ouvrez, vous la commencez avec une accolade, vous la terminez avec une accolade. C'est comme le C. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez bon, plus ou moins cette diapo? Est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'elle est claire, la diapo? Oui, madame. Oui, très bien. Voilà. Voilà, donc j'ai pris une classe, donc classe étudiant, j'ai commencé à déclarer les attributs. Donc, j'ai mis longue matricule, maths, je l'ai appelé maths, bon, j'aurais pu l'appeler matricule, string, nom et prénom. Et là, je vous mets un commentaire. String est une classe prédéfinie qui implémente les chaînes de caractères en Java. Bon. Ensuite, donc, vous avez string filière pour dire informatique ou la biologie ou la physique ou ce que vous voulez. Int, semestre d'études, donc pour dire semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, etc. String statut normal ou doublant, par exemple. C'est ça. Donc, vous voyez, je définis 5 attributs. Bon, j'aurais pu ajouter la date de naissance, mais là, la date de naissance, j'aurais dû définir d'abord une classe date. D'accord, voilà, parce qu'elle est structurée, elle-même, elle est structurée, la date de naissance. J'ai mis juste une méthode, afficher. D'accord, une méthode qui va afficher juste la description, en fait, d'un étudiant. D'accord, les caractéristiques de l'étudiant. Donc, j'ai mis matricule égale maths, nom égale nom, prénom égale prénom, filière égale filière, semestre égale semestre d'études, statut égale statut. Vous remarquez une chose ici, que l'instruction d'affichage, ce n'est pas le printf. Hein. D'accord. Bon, j'ai dit que, en fait, ça ressemble beaucoup au C. Oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup au C, mais il y a des différences. Hein. D'accord. Donc, system.out.print, c'est pour l'affichage à l'écran. En Java, pour afficher à l'écran, vous utilisez system.out.print. D'accord. Bon, lorsque vous ajoutez le LN, c'est pour le retour à la ligne. C'est comme l'anti-slash N, tu sais. Voilà. Voilà. Donc, là, vous voyez, je mets le plus. Le plus, c'est la concaténation. Hein. D'accord. D'habitude, vous mettez une virgule. D'accord. Donc, là, c'est le plus. Le plus pour concaténer. Ça veut dire que je vais écrire matricule égale.
Et tout de suite à côté, je vais écrire la valeur du matricule. Je mets nom égal et tout de suite à côté, je vais mettre le nom carrément. Après, et prénom égal, et je vais mettre le prénom et ainsi de suite. Donc, ce que vous mettez entre guillemets, il va s'afficher intégralement. Et quand vous mettez un plus, en fait, ce qui vient après, il va s'afficher tout de suite après. D'accord? Bon, fin de la méthode affichée. Donc, une méthode, vous voyez, elle est de type void. Elle n'a pas de paramètres. J'ai mis deux parenthèses vides. Et voilà, donc c'est un corps qu'il faut écrire à l'intérieur. C'est des instructions. Bah, tu commences la définition de la méthode 2 éventuellement. Et quand je termine complètement, je ferme avec une accolade. Donc, fin de la définition de la classe étudiant. OK? Donc, quelques commentaires sur la classe que je viens de définir. Donc, string est une classe prédéfinie en Java pour la manipulation des chaînes de caractères. Donc, comme le nom et le prénom sont des chaînes de caractères, j'ai mis string nom et string prénom. System.out.print ou system.out.println, c'est en fait l'instruction qui permet l'affichage à l'écran. J'ai dit quand vous ajoutez le ln, c'est le passage à la ligne. L'opérateur plus est utilisé pour la concaténation. Voilà, et je vous donne donc l'exemple ici. Un autre exemple, donc vous regardez en fait cette classe point, c'est le point sur le plan XY. Donc voilà, j'ai défini juste une classe point avec deux attributs, x et y, de type double. J'ai mis une méthode affiche, donc qui ne fait qu'un affichage, donc void affiche. Bien sûr, entre deux classes différentes, je peux avoir les mêmes noms de méthodes. Il n'y aura aucune ambiguïté. Hein. Après, vous allez voir. C'est-à-dire, je peux écrire une méthode affiche dans la classe étudiant. Elle va rester propre à la classe étudiant. J'écris une méthode affiche dans la classe point. Elle va rester propre à la classe point. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher des noms de méthodes différentes. Là. D'accord? Donc, affiche de la classe étudiant, elle est propre à l'étudiant. Affiche de la classe point, elle est propre au point. Donc là, system.out.println, les coordonnées du point sont, et là, c'est pour afficher, donc vous voyez ce que je mets, hein, plus, c'est pour afficher XY avec, entre parenthèses avec une virgule qui les sépare. Hein. Après, vous voyez, j'ai une méthode déplacée. En bas, void déplacé, je lui donne deux paramètres, double A, double B. Ça veut dire que là, je vais déplacer le point, je vais le déplacer de A sur les abscisses et de B sur les ordonnées. D'accord? Donc, x égale x plus A, y égale y plus B. Est-ce que vous voyez? C'est bon pour ce petit exemple? Donc, j'ai défini deux méthodes. Vous voyez, chaque méthode, elle commence avec une accolade, elle se termine avec une accolade. Et je peux commencer la deuxième méthode et ainsi de suite. Et quand je termine, il ne faut pas oublier la fin de la classe, il faut la fermer avec une accolade aussi. C'est OK? Allô? Oui, madame, on vous suit. D'accord. Là, vous remarquez une chose. Regardez X et Y. Regardez la méthode déplacée ou la méthode affiche. J'ai pris X directement et j'ai mis X plus A. Y, j'ai mis Y plus B. Il ne faut jamais faire passer les attributs en paramètres d'une méthode. Ils sont directement accessibles. Les attributs qui sont définis dans la classe, il ne faut pas les faire passer en paramètres. Les méthodes à la classe. Toujours. Ils sont directement accessibles.
par toutes les méthodes de la classe. Donc, si vous avez besoin d'utiliser le X, vous l'utilisez directement. Vous avez besoin d'utiliser le Y, vous l'utilisez directement. Ne le faites pas passer en paramètres dans les méthodes. Bon, vous lisez s'il vous plaît cette diapo. J'ai dit c'est une concaténation, le plus, c'est une concaténation. Ça veut dire j'affiche ce qu'il y a avant, j'affiche le X, j'affiche ce qu'il y a après le plus, etc. C'est la concaténation. C'est ce que vous avez l'habitude de mettre, vous avez l'habitude de mettre virgule. Là, on met un plus. Bien sûr, pour utiliser un objet, il faut le créer, hein. Bon. L'opération de création nécessite que la classe soit définie, bien sûr. On définit d'abord la classe, on crée les objets de la classe. En Java, pour créer des objets, vous allez utiliser un opérateur spécifique, c'est le new. Vous le voyez, vous allez mettre new. Et quand vous faites new, d'accord, vous créez votre objet, qu'est-ce qui se passe? Il y a réservation d'espace pour contenir l'état initial de l'objet, affecter les valeurs initiales aux propriétés de l'objet à l'aide d'un constructeur. On va voir c'est quoi le constructeur. Affecter une identité à l'objet. Donc, à la création de l'objet, il y a une identité, une référence en interne qui est donnée à l'objet pour le différencier des autres objets. Il y a un espace qui est réservé. Donc, ça, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que vous utilisez le new pour créer l'objet. D'accord? Pour créer un objet de la classe, il faut utiliser le new. Regardez un exemple. La syntaxe d'abord. Pour créer un objet, voici la syntaxe. Vous la voyez? Donc, j'ai nom d'une classe, un objet OBJ que je veux créer. Voilà. Voilà comment je le crée. Je mets le nom de la classe, OBJ égale new, le nom de la classe. D'accord? Et avec le nom de la classe à la fin, je mets des parenthèses. Hein. Voyez? Voici des exemples. Étudiant E égale new étudiant. Étudiant S égale new étudiant. Point P1 égale new point. Point P2 égale new point. Là, vous aurez, avec ces instructions, vous allez avoir 4 espaces qui seront réservés. Un espace pour l'étudiant E, qui va contenir le matricule, le nom, le prénom, etc. Un espace pour l'étudiant S, qui va contenir aussi le matricule, nom, prénom, filière, et ainsi de suite. Un autre espace pour le point P1 qui va contenir X et Y. Un autre pour le point P2 qui va contenir X et Y, et ainsi de suite. Là, c'est juste une création, d'accord? Une création, on n'a encore rien fait sur l'espace mémoire qui est réservé. Après, on pourra afficher, modifier, remplir à l'intérieur de ces espaces, mettre le nom, mettre le prénom, etc. Parce que quand ça tel que c'est fait, il y aura du vide. En fait, ce n'est pas du vide. C'est des valeurs 0 ou des valeurs nulles. Si c'est des références, c'est nul. Nul comme ça, comme... si c'est des références, donc par défaut, Madame, le compilateur il va mettre nul. Sinon, c'est un 0. Si pour les scalaires, la valeur par défaut, c'est 0. Pour les références, c'est nul. Oui, oui. madame, est-ce que داخل les parenthèses تاع l'objet نقدر نينيسياليزي les valeurs تاع les attributs? Oui, oui. Après, on va voir, c'est la notion de constructeur, Hadik. Hadik, c'est la notion de constructeur. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de la classe avec les parenthèses vide, c'est un constructeur par défaut sans paramètres. Hada, c'est un constructeur par défaut et sans paramètres, il est fourni par Java directement. D'accord?
Donc là, on y arrive, hein, c'est la notion de constructeur, c'est pas... Voilà. Donc, comment il faut voir un constructeur? Notion de constructeur. Donc, un constructeur, c'est une méthode d'une classe donnée qui sert à créer des objets. Donc, on vous dit qu'il s'agit de la méthode invoquée avec l'opérateur new. Voilà. Donc, là, ce que je vous ai dit, new, le nom de la classe, ou les new étudiants, new, point. Ce qu'il y a après le new, c'est le constructeur. Mais ce qu'il y a, c'est un constructeur par défaut, parce que moi, dans ma classe, je n'ai pas défini de constructeur. J'ai mis juste les attributs, j'ai mis une méthode affiche, mais je n'ai pas défini de constructeur. D'accord? Constructeur, c'est une méthode spécifique. Un constructeur n'a pas de type de retour. Donc, si je dois définir un constructeur dans ma classe, je ne mets pas un type de retour. C'est une méthode, mais elle n'a pas de type à gauche, même pas void. Donc, vous mettez ni void, ni rien du tout. Un constructeur, il a le nom de la classe. Voilà, c'est pour ça que là, quand je mets new étudiant, new point, c'est carrément le nom de la classe. D'accord? Voilà. Forcément, quand vous définissez un constructeur, il faut lui donner le nom de la classe. Donc, la classe étudiant, elle aura le constructeur étudiant. La classe point, elle aura le constructeur point. La classe cercle, elle aura le constructeur cercle. Donc, on peut définir dans un constructeur des instructions d'initialisation. C'est votre question, Bouchapol. Donc, tu peux définir à l'intérieur des instructions d'initialisation des attributs de l'objet. Si tu veux initialiser à quelque chose de précis, d'accord? Tu mets tes instructions à l'intérieur de ton constructeur, mais là, il faudra définir ton constructeur. Parce que le constructeur, son paramètre qui est fourni par Java, il va mettre des valeurs par défaut. Il va mettre nul pour tout ce qui est référence, d'accord, nul, N-U-L-L, et il va mettre 0 pour tout ce qui est valeur entière, réelle, tout ce qui est scalaire. Donc après, on vous dit, si le programmeur ne définit pas un constructeur dans sa classe, Java fournit alors un constructeur par défaut. C'est ce que je disais. Le constructeur par défaut, il a aussi le nom de la classe. Il n'a pas de paramètres. Il initialise les attributs à des valeurs par défaut. Donc, 0 pour les scalaires et nul pour les références. La définition d'un constructeur explicite, ça veut dire que le programmeur il va écrire son constructeur à l'intérieur de la classe. La définition de ce constructeur annule le constructeur par défaut. Ça veut dire qu'on va cache le constructeur par défaut. D'accord? Donc, Java, il fournit le constructeur par défaut si vous ne définissez pas de constructeur dans votre classe. Si vous définissez un constructeur dans votre classe, le constructeur par défaut n'existe plus. Voilà, c'est tout. Oui, je sais que vous avez un autre cours maintenant. Oui, je sais. Parce qu'un Athènes, j'ai plus de salive. Il est 42, il n'est pas encore 45. Vous lisez la diapo, s'il vous plaît.
Ok, donc on va s'arrêter là. C'est bon. Euh, je vois ici. Alors, Sadoudi, c'est toi qui as réclamé pour les devoirs. Sadoudi, Non, non, c'est pas toi? non, c'est C'est pas pas moi. toi? Non, c'est pas moi. D'accord, donc c'est Saoudi peut-être, ou je sais pas. Ok. Ok, donc on va arrêter là, donc on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Ok, je vous remercie.